Salut YouTube, bienvenue sur ma revue vidéo de la Casio G-Shock GW3500 BD. Cette revue fait un peu suite à ma précédente qui concernait la GW-A1000, une montre entièrement analogique, mais quand même multifonction et bénéficiant de la résistance G-Shock. Celle-ci est un peu particulière vu que c'est une hybride analogique numérique, c'est-à-dire que la lecture de l'heure se fait quand même sur des aiguilles, mais elle a deux écrans LCD pour naviguer au travers des fonctions et les utiliser. Ça a été ma montre de l'été, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente revue, j'en suis extrêmement satisfait et je continue encore à la porter avec un grand plaisir. Tout simplement parce que c'est un excellent compromis entre la lecture traditionnelle de l'heure sur des aiguilles totalement analogiques et les deux écrans qui permettent quand même d'avoir un panel de fonctions très étendu, quasiment aussi étendu qu'une G-Shock entièrement numérique avec uniquement un affichage LCD. Donc on trouve une boîte relativement normale pour une G-Shock achetée en Europe, je l'ai achetée en France hein, sur Amazon. Pas de surprise, c'est une série qui se trouve de manière très courante en France. Donc si on ouvre, on trouve les traditionnels manuels, donc pour le module 5173, dans toutes les langues possibles et inimaginables. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de lecture, parce que effectivement, comme pour toute G-Shock pas mal équipée en nombre de fonctionnalités, il y a un peu de lecture à faire. On trouve ensuite les guides de démarrage rapide, les traditionnelles cartes de garantie, tout un tas de petits papiers, traduits dans toutes les langues. Hop. Et donc on trouve dans la boîte les fameuses boîtes métalliques type boîte de conserve qui accompagnent souvent les G-Shock. Une mousse de protection. Et voici la GW3500. Donc j'ai acheté la version sur bracelet acier, comme je l'ai déjà expliqué, je préfère généralement les bracelets acier pour des questions de confort. Et la version bracelet acier vient donc avec les aiguilles et les sous-aiguilles en orange, sachant qu'on trouve cette montre-là dans différentes déclinaisons de couleurs. En France, on trouve aussi la version jaune, et si vous allez, si vous vous renseignez sur les boutiques japonaises, on peut aussi trouver une version bleue, bleu glacier, qui est assez chouette aussi. Donc comme souvent avec les G-Shock, on trouve une montre assez volumineuse. Casio donne en dimension 52,5 mm au plus large, 50 mm de diamètre et environ 15,5 mm d'épaisseur. Un beau morceau. Casio donne en poids 156 grammes, sachant qu'avec mon réglage de bracelet, c'est-à-dire avec deux maillons en moins, elle tombe à 140 grammes, ce qui reste assez raisonnable vu les dimensions de la montre. Le boîtier est en résine, noire, et il présente en fait sous la lunette ici une bague de métal traitée en PVD noir aussi. Je suis pas certain que ce soit de l'acier, je pense que c'est plutôt de l'aluminium, mais ça donne une texture différente à une partie du boîtier, ce qui est assez sympa visuellement. Sur les flancs de la montre, on trouve 4 boutons multifonctions qui vont permettre de piloter la montre. Le verre est bombé, minéral, mais il n'a pas de traitement anti-reflet, comme on peut le voir. Et le bracelet est donc bracelet acier avec des maillons traités en PVD noir aussi, avec une partie mate et puis une partie polie ici. Et une boucle déployante siglée G-Shock, avec un système de verrouillage par deux boutons ici. Et donc ce sont des lamelles d'acier tout à fait standard, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. La boucle dispose de 3 crans de micro-ajustement. C'est un peu juste, cet été avec les fortes chaleurs, notamment le poignet a tendance à un peu gonfler. J'aurais bien aimé pouvoir jouer sur un 4e cran, histoire d'avoir un peu plus de marge. Et enfin, le fond est en acier, vissé par 4 vis ici. C'est de la gravure laser, c'est un fond qui ne présente absolument aucune caractéristique supplémentaire par rapport à un fond de G-Shock normal, contrairement au fond de la A1000 qui était gravé un peu plus finement et en relief. Bon, enfin bon, ça fait le job, et honnêtement, le fond, on n'est pas censé le voir. Donc sur le cadran,
on trouve des aiguilles, et deux écrans, enfin plus précisément 2,5 écrans, parce qu'on a deux écrans qui peuvent vous voyez, montrer des données chiffrées, lettrées, et puis ici on a un petit écran divisé en 4 quarts, qui va servir lui à montrer si les différentes fonctionnalités de la montre, comme les alarmes par exemple, sont actives ou non. Ce sont donc des écrans en affichage négatif, c'est-à-dire qu'ils sont foncés et l'affichage en lui-même est clair. Ensuite on trouve donc les deux aiguilles principales, heure-minute, et deux sous-cadrans, le sous-cadran des fonctionnalités à gauche et le sous-cadran qui va servir en heure du monde en world time à droite. Sur le réo, on trouve ici une graduation de 0 à 60, et à l'intérieur, on trouve ici un rappel des fonctionnalités des boutons. Donc si on fait un rapide tour des fonctions, là on est en mode heure normale, donc ici l'heure se lit de manière tout à fait traditionnelle avec l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes. L'écran du haut qui est caché là, mais il affiche TUE, c'est le jour de la semaine, donc là c'est Tuesday pour mardi. L'écran du bas va montrer la date, 25/9 pour 25 septembre, et les secondes permanentes ici. Le sous-cadran des fonctionnalités dans ce mode-là pointe sur l'état de la charge de la batterie, donc là c'est sur H pour High, la batterie est chargée au maximum, sinon c'est Medium, Low et Charge quand la batterie est totalement déchargée. Et le cadran à 3 heures, lui, montre l'heure qui est réglée en mode World Time, heure du monde, de manière permanente. Donc là, il indique 17h57, parce qu'il est réglé sur le fuseau UTC, l'heure coordonnée mondiale, donc qui affiche moins 2 heures par rapport au fuseau horaire de Paris, qui est encore en heure d'été. Donc dans ce mode-là, on peut d'ores et déjà switcher entre deux time zones, entre deux fuseaux différents. Là vous voyez T1 et T2, donc là je suis en T1, mon T1 est réglé sur Paris, donc l'heure normale. Si j'appuie sur le bouton Search ici, l'affichage du bas va se changer en lecture numérique de l'heure courante, donc 18h57 et 48 secondes. Et si je rappuie sur le bouton Search, il va passer en T2, et donc T2 va me montrer un fuseau horaire que j'ai paramétré à l'avance, donc là on ne voit pas mais c'est TYO, Tokyo, et donc en bas j'ai l'heure de Tokyo qui s'affiche 1h58 et 3 secondes. Sachant que 3 secondes avant l'affichage de l'heure, il affiche la date du fuseau horaire. Je vais reswitcher, toc. Hop. 26/9, parce qu'à Tokyo ils ont quelques heures d'avance et ils sont déjà le 26 septembre. Donc ça me permet d'avoir l'heure et la date d'un fuseau horaire différent, le tout sans quitter le mode heure normale. Donc ensuite en appuyant sur le bouton mode, on va passer en mode world time, donc là qui est vraiment l'heure du monde. Donc l'écran du haut affiche le fuseau horaire sélectionné, donc je vais pouvoir cycler entre 29 fuseaux horaires, et en bas l'heure, et comme précédemment en passage T2, pendant quelques secondes il va afficher la date du fuseau horaire sélectionné. Donc avec le bouton Search ici je vais pouvoir cycler entre les différents fuseaux horaires, donc Lisbonne, etc. Et quand je suis arrêté, le sous-cadran ici hop, va se caler sur la bonne heure, de manière à toujours avoir une lecture permanente de ce fuseau horaire là. Donc je vais revenir sur UTC. Alors le seul défaut ergonomique de ce mode là, c'est qu'on peut avancer dans la liste mais on ne peut pas reculer. Donc si vous ratez votre fuseau horaire, il faut refaire tout le tour. Et je vais essayer de retomber sur UTC, et hop, le sous-cadran se remet sur la bonne position. Comme sur toutes les G-Shock avec un mode heure du monde, on peut rapidement intervertir l'heure qui est réglée dans ce mode-là et l'heure principale, ce qui va permettre de switcher rapidement entre deux fuseaux horaires. Donc ensuite on passe sur le chronomètre, stopwatch. Donc rien de particulier, c'est un chronomètre au centième de seconde, avec l'affichage détaillé ici des minutes, secondes, centièmes, et puis en haut l'affichage des heures, donc là il affiche 0H, 0 heure. Je le lance par le bouton ici. Vous voyez, ça c'est graine. Hop, j'arrête, je remets à 0. Et donc le chrono dispose d'un mode split time pour chronométrer des temps autour. Donc ensuite, si je passe sur le mode timer ici, donc le mode timer c'est le compte à rebours, avec ici les minutes, et en haut le temps détaillé, donc là il m'affiche 10 minutes parce qu'il est réglé sur 10 minutes. Je lance ici, il s'égrène, et donc quand il tombe à 0, forcément ça sonne pendant 10 secondes pour signaler la fin du compte à rebours.
Et enfin, dernier mode, alarme. Donc la montre dispose de 5 alarmes indépendantes, dont une avec fonction de répétition, et on peut aussi régler la montre de manière à ce qu'elle émette un bip horaire, donc à chaque heure elle fait bip. Donc je peux cycler entre les différentes alarmes ici, et donc activer l'alarme avec ce bouton-ci, on. Et donc là vous voyez qu'il y a un des quartiers du sous-compteur ici qui s'est éclairé pour indiquer qu'une alarme est en route. Donc si je passe par exemple sur l'alarme snooze, hop, et que je l'active, j'ai normalement deux cadrans, voilà, les deux cadrans du haut qui sont affichés, parce que j'ai une alarme, mais c'est l'alarme snooze, ça me l'indique ici. Et j'éteins. Et donc le signal horaire. Et une pression me fait revenir en mode heure normale, qui était paramétré sur T2, donc ça m'affiche à nouveau le T2, et je peux repasser en T1, comme ceci. Alors, un autre gros avantage de cette montre, c'est la lisibilité nocturne qui est vraiment très très bonne. Donc, d'une part, les aiguilles et les index ici sont recouverts de Neo Bright, qui est la peinture Luminova de chez Casio. Mais en plus, la montre dispose d'un éclairage actif par LED, donc la LED est cachée à 6 heures ici, qui en appuyant sur ce bouton ici, Light, va éclairer le cadran de nuit. Donc, j'ai chargé la montre, si j'éteins la lumière, hop, là. Donc on voit bien les aiguilles, on voit bien les index, on voit que même les rappels des fonctionnalités ici sont peinturlurés de Super Luminova. Et donc voilà, c'est du Neo Bright, donc comme je le disais dans le test de la GW-A1000, c'est une peinture relativement honnête qui, une fois qu'elle est bien chargée, assure facilement 5 à 6 heures de très bonne lisibilité nocturne. Donc comme on le voit sur la GW-A1000 ici. Hop. Elle est moins chargée, hein, c'est pour ça qu'elle apparaît moins lumineuse, sinon les montres sont assez équivalentes à ce niveau-là. Mais gros avantage, c'est le light, qui permet d'éclairer pendant 3 secondes maximum le cadran, et donc vraiment d'assurer une lecture très confortable de nuit. Alors le désavantage, comme vous pouvez le noter, c'est que les écrans ne sont pas rétro-éclairés, donc de nuit il faut oublier leur utilisation, clairement ça éclaire pas assez pour utiliser les écrans, mais voilà, au niveau de la lecture de l'heure et même des sous-cadrans, la LED permet vraiment une très très belle lisibilité nocturne, et ça c'est très appréciable sur une montre qui se veut utilisable vraiment en toutes circonstances. Donc en conclusion, comme je l'ai déjà dit, je suis extrêmement satisfait de cette montre-là. Elle répond vraiment à toutes les attentes que l'on peut avoir d'une G-Shock traditionnelle, mais en combinant voilà, l'affichage analogique de l'heure, que je trouve personnellement beaucoup plus confortable à lire qu'un écran LCD tout numérique. Elle compense la plupart des défauts de la GW-A1000, qui sont notamment des fonctions un peu plus simplifiées, comme les alarmes. La GW-A1000 n'a qu'une seule alarme, celle-ci on a 5 véritables alarmes. Le chrono ici a une lecture continue, enfin une mesure continue jusqu'à 24 heures. Finalement, il n'y a que le compte à rebours qui est un peu limité à 60 minutes aussi, même reproche que sur la A1000, je trouve ça un petit peu court. Néanmoins, voilà, c'est vraiment un excellent compromis qui permet de retrouver toutes les fonctionnalités d'une G-Shock normale avec une lecture analogique, ce qui est très confortable. Au niveau des défauts quand même, parce qu'il y en a quelques-uns, j'ai pas grand chose à dire au niveau confort, c'est une montre qui est très confortable. Simplement, voilà, je vais revenir un peu sur cette boucle de bracelet qui fait un peu toc quand même, faut avouer. Et puis avec ces seulement 3 crans de micro-ajustement, j'aurais bien aimé qu'il y en ait 4. Au rayon des défauts en termes de lisibilité, il y a ces écrans à affichage inversé qui sont quand même pas optimales, quoi. C'est vrai qu'un écran à affichage positif, c'est-à-dire avec les inscriptions en noir et le fond de l'écran en clair, est beaucoup plus lisible. Dans certaines conditions de luminosité et de contraste, c'est vrai que ces écrans-là peuvent apparaître intégralement noirs. D'ailleurs, je pense que vous avez vu depuis le début de la vidéo que je joue un peu avec l'éclairage des lampes, pour essayer voilà, d'avoir les lectures bien lisibles, enfin, les inscriptions bien lisibles. C'est un défaut traditionnel qu'on rencontre sur ce type d'affichage. Voilà, donc cela n'échappe pas à la règle, d'autant que vous voyez que pour coller un peu à la couleur du cadran qui tire sur l'orangé, ils sont eux-mêmes un peu orangés, et donc on n'a même pas un fond très clair avec des inscriptions très claires qui ressortent sur un fond noir.
Donc voilà, petit défaut à ce niveau-là. C'est commun à toutes les montres à affichage négatif, bon, faut faire avec. Autre défaut, comme je le disais précédemment, les écrans ne sont pas rétroéclairés. Donc c'est vrai que de nuit ils sont inutilisables. Mais sinon, j'ai pas grand chose à dire. En fait, j'en suis encore une fois extrêmement satisfait. Elle répond à toutes mes attentes. Cet été, elle en a pris un peu plein la tronche, faut le dire, en rando, en choc, en chaleur, en transpiration, en crème solaire, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, un petit coup de brosse à dents au savon et puis elle est comme neuve. Donc vraiment tout ce qu'on peut attendre d'une G-Shock avec elle a quand même l'attrait des aiguilles qui est pour moi un très gros point fort. Donc encore une fois, pas grand chose à dire, si ce n'est que du bien. On la trouve entre 200 et 250 euros en France. Ne cherchez pas à forcément aller l'acheter à l'étranger, au Japon, en pensant faire une meilleure affaire. Les prix français sont très bons, donc n'allez pas plus loin que les boutiques françaises, c'est pas vraiment la peine. Il y a juste le modèle bleu, comme je disais, qu'on peut trouver qu'en import. Voilà, donc ça c'est la version bracelet acier. Vous pouvez trouver la version bracelet résine en aiguille jaune pour un peu moins cher. Donc voilà, une montre très sympa. Pour qui aime les G-Shock, je pense que c'est un peu un passage obligé, à moins d'être vraiment allergique aux aiguilles. Mais bon achat. Encore une fois, j'en suis extrêmement content. Et je recommande à tout le monde qui s'intéresse un peu aux montres multifonctions de ce genre-là. Voilà.